Qui est Jean-Philippe Rameau pour vous? J'ai aucune idée, madame. C'est un compositeur de l'époque baroque qui est né à Dijon. Je suis désolé, j'ai aucune idée. C'est un musicien, je sais pas, c'est un musicien qui vient de Dijon. Pour les élèves qui ont une première expérience avec la musique de Rameau, c'est un compositeur 18e, grande perruque, quelqu'un d'un peu hautain. Ça, c'est la première impression qu'on a avant de jouer sa musique. Que représente sa musique pour vous? Dès qu'on commence à la jouer, en fait, on se rend compte que c'est une musique extrêmement moderne, très complexe, donc assez difficile à jouer, très subtile. Que vous inspire sa musique? Beaucoup de choses, beaucoup de sentiments surtout, de gaieté, d'espièglerie notamment, sur des œuvres un peu légères comme La Poule. C'est une musique qui ne se joue pas telle qu'elle est écrite, comme toute la musique du XVIIIe siècle en France. C'est-à-dire, si on prend une musique de Bach, on la met sur le pupitre, on la joue. Et elle sonne bien au piano, au synthétiseur, à la clarinette. Si on prend une musique de Rameau, ça ne marche pas. Célèbre mais méconnu, voilà donc tout le paradoxe de Jean-Philippe Rameau. Comment témoigne cette séquence que nous avons tournée au Conservatoire de Dijon qui porte pourtant le nom du compositeur. Bonjour et bienvenue à tous pour cette émission spéciale consacrée à Rameau à l'occasion de l'année Rameau organisée pour célébrer le 250e anniversaire de sa mort. Année Rameau, dont l'un des événements majeurs a lieu ici, à l'auditorium de Dijon, qui présente jusqu'au 4 octobre Castor et Pollux, l'une des plus belles œuvres de Rameau. Alors, nous allons vous faire vivre la première qui s'est déroulée ce vendredi soir. Installez-vous confortablement, nous allons suivre ensemble cette dernière heure de préparatifs, tout en évoquant bien sûr la vie et l'œuvre de Jean-Philippe Rameau. Grâce à Marilyn Barat, nous allons entrer au cœur de l'auditorium juste avant que ne débute ce chef-d'œuvre de Castor et Pollux, une tragédie lyrique mise en mouvement par Barry Kosky, considéré comme le meilleur metteur en scène du moment. Il vient de recevoir d'ailleurs l'Opéra Award 2014. Et la direction musicale est assurée par la spécialiste du baroque, Emmanuel Haïm, qui est venue ici à Dijon avec son chœur et son orchestre du concert d'Astrée. Voilà de quoi attirer les mélomanes. Et justement, Marilyn Barat, bonjour. Vous êtes à l'entrée de l'auditorium où commencent tout juste à arriver les premiers spectateurs. Exactement, Eric. Je suis avec l'un d'entre eux qui va assister à la première. Pierre Perroche, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous êtes impatient de découvrir cette production? Oui, parce que c'est après 3 mois d'été le premier spectacle de la saison, pour en plus du Rameau, donc c'est vraiment agréable et un plaisir de revenir à l'auditorium. Oui, parce que vous êtes un aficionado. Hein. Oui, ça fait déjà plusieurs saisons que je suis abonné, c'est vraiment plaisant et agréable. Alors on va y revenir longuement dans l'émission. On nous promet une mise en scène surprenante, détonnante même. Est-ce que cette perspective vous tente? J'ai rien contre, c'est le côté épuré qui peut un peu être des fois déstabilisant et pas aidant dans la lecture de l'histoire. Mais après, l'inventivité, le décalage peut être aussi un bon moyen de rajeunir quelque chose d'ancien. Alors Rameau, pour vous, c'est pas une découverte, Pierre, hein? Non, j'avais vu Dardanus il y a quelques saisons déjà à l'Opéra de Dijon. Oui, c'était en 2009, déjà dirigé par Emmanuel Haïm, la chef d'orchestre qui se produit ce soir. Tout à fait, c'était une découverte. Ce mélange d'opéra, de ballet, c'était vraiment un bon moment. Écoutez, merci beaucoup. Pierre, je vous souhaite un très bon spectacle et puis je vous propose peut-être de rejoindre votre fauteuil. Quant à nous, on va continuer avec Eric et puis c'est des mots, je pense, qui vont faire plaisir au directeur de l'Opéra de Dijon-Bourgogne qui se trouve à vos côtés. Effectivement, bonjour Laurent Joyeux. Vous êtes le directeur général et artistique de l'Opéra de Dijon. Alors c'est la première fois que l'Australien Barry Kosky, qui dirige l'Opéra comique de Berlin, c'est la première fois qu'il se produit en France. Vous vivez ça comme un événement? Oui, c'est un événement, c'est une grande chance et un grand honneur parce que c'est un metteur en scène qui est courtisé par les plus grandes scènes européennes et donc voilà, avoir le meilleur metteur en scène européen du moment, on va dire en tout cas reconnu par ces Opéra Awards, c'est quelque chose d'important. C'est
c'est une grande responsabilité aussi parce que il faut qu'on soit tous à la hauteur, équipe technique, pour rendre au mieux sa mise en scène. Alors c'est un événement aussi parce que Castor et Pollux, c'est très très peu joué. Pourquoi avoir choisi cet opéra? Alors il y a plusieurs raisons en fait. Il y a plein de tragédies lyriques effectivement de Rameau, toutes plus magnifiques les unes que les autres. Celle-ci présente un intérêt, c'est que l'action est extrêmement dense et resserrée, et donc en 2h30 de musique, on a tout le savoir-faire de Rameau qui est présenté. Rameau écrit 2 versions de Castor et Pollux, une en 1737 et celle-ci de 54, et celle de 54 est encore plus resserrée, intense. Les 25 premières minutes, il y a quelque chose d'extrêmement dense qui se passe. Il n'y a pas de prologue d'ailleurs, hein. Non, on est enchaîne directement dans l'action, et c'est d'une modernité en termes théâtral vraiment étonnante. Et musicalement, c'est évidemment Rameau au sommet de son art et de sa maturité, et l'utilisation de tous les timbres des instruments, du contrepoint, des danses, bref, il y a un mélange savant de tout ça qui est absolument merveilleux. Alors depuis 17h30, les chanteurs passent en loge pour se faire maquiller. On va voir quelques... Se faire la voix aussi, s'échauffer, tout ça prend du temps. C'est important. Oui, absolument. Il faut tout ce temps-là. Alors on va en profiter peut-être pour rappeler l'intrigue de l'histoire de cette tragédie lyrique. Elle est à la fois simple et compliquée, on peut dire. Alors oui, c'est l'histoire de 2 frères jumeaux, donc Castor et Pollux, qui sont amoureux tous les deux de la même femme, Télaïr, qui a une sœur, Phébé. Phébé étant amoureuse de Castor, voilà. Et donc, à partir de là, vous imaginez... Castor qui est mortel, contrairement à son frère. Est mortel, contrairement à son frère Pollux. Et ce qui se passe, c'est que Castor, finalement, son frère Pollux le laisse épouser Télaïr, mais Phébé, jalouse, en gros, je raccourcis l'histoire, le fait tuer par Lyncée, et donc Castor se retrouve aux enfers, qui n'est pas l'enfer chrétien, mais qui est l'enfer mythologique, donc avec ce peuple d'ombre, et donc se retrouve au milieu des ombres, et Pollux veut rentrer aux enfers pour aller chercher son frère, pour qui il a un amour extrêmement fort, et donc il veut le faire sortir des enfers, mais évidemment tout ça n'est pas si simple, et Jupiter intervient, et il n'y a pas d'autre solution finalement que ce soit l'un, soit l'autre qui soit aux enfers. Mais j'en dis pas plus parce qu'il faut laisser un peu de suspense. On dit que Rameau a été inspiré par un fait personnel, par une histoire personnelle. Est-ce que c'est vrai? Alors, on ne sait pas vraiment. Oui, en tout cas, c'est une théorie qui est développée. Et je crois que c'est justement ça aussi qui est intéressant. C'est que du coup, la façon dont Rameau raconte cette histoire, elle est extrêmement proche de nous. Et la mise en scène de Barikowski la rend encore plus proche de nous en transposant les choses dans un univers contemporain. Je laisserai Yves Lenoir expliquer tout ça, mais voilà, en transposant ça d'une manière très contemporaine, c'est extrêmement intéressant. Et d'autre part, la musique de Rameau ensuite, grâce à la musique, grâce au timbre utilisé par les instruments, nous révèle tous les affects, tous les sentiments, toutes les pensées qui traversent les personnages. Et donc, du coup, voilà, c'est d'une richesse incroyable dans un temps extrêmement condensé, surtout pour l'époque où, si on pense à Hippolyte et Aricie, on est à 5 heures de musique par exemple, donc un autre opéra de Rameau, grandiose aussi, mais beaucoup plus long, beaucoup plus étiré, avec des références mythologiques partout. Là, on est dans une modernité de l'écriture et théâtrale et musicale absolument extraordinaire. Alors dans cette version 2014 justement, dans cette mise en scène de Barikowski, le décor par exemple est réduit à son strict minimum, le spectateur en parlait tout à l'heure, ce qui n'enlève rien, au contraire, à l'énergie dégagée par les chanteurs. Alors pour se faire une idée un petit peu plus précise de cette adaptation très moderne de Castor et Pollux, nous avons assisté à l'une des dernières répétitions. C'est un reportage de Muriel Bessard et Damien Rabézet. Le travail préparatoire a commencé depuis des mois pour les chanteurs. Là, c'est le début des répétitions avec les musiciens. Emmanuelle Haïm, la chef d'orchestre, peaufine donc chaque détail. Pas plus de ralenti que ça pour la pièce précédente. Le plus puissant des dieux est papa. Mais si l'attention portée à la musique est importante, ce qui frappe dans cet opéra classique, c'est plutôt la mise en scène résolument moderne de Barikowski. Le sexe et la mort, ce sont les 2 choses les plus importantes de la vie, mais aussi du théâtre et de l'opéra. Et donc pour moi, ce n'est pas comme si j'avais mis ça dans le spectacle de Rameau, c'était déjà dedans. Et moi, je l'ai juste pris et utilisé. Ici donc, pas de belles robes ou de riches décors habituels dans les opéras baroques.
Pour le public français, Rameau, c'est quelque chose de très raffiné, d'élégant. Mais ce n'est pas vrai. Cette musique, en fait, est très musclée, très puissante. Et elle dégage des choses très fortes, beaucoup d'émotions. On est au XXIe siècle et la musique d'opéra, c'est 50% de musique et 50% de théâtre. Alors les gens qui veulent juste profiter de la musique, ils peuvent aller dans les salles de concert, écouter des symphonies ou acheter des CD. Mais si vous achetez un billet pour aller au théâtre et voir un opéra, vous devez comprendre que ce n'est pas comme voir une toile sur un mur, quelque chose de joli, mais c'est quelque chose de vivant, une chose qui respire. Du coup, sur scène, ça déménage et les chanteurs sont parfois soumis à rude épreuve. C'est vrai qu'on est souvent essoufflé, on court partout, on s'éclate sur le mur, on saute, on crie. C'est assez... c'est très extraverti. Pour cela, les chanteurs ont dû s'entraîner physiquement comme des sportifs. Une préparation inhabituelle, mais totalement justifiée. J'ai l'impression qu'il veut vraiment, voilà, c'est ça, nous amener à un moment de tension physique qui fait qu'il y a quelque chose de très personnel et d'intime qui ressort. La mise en scène comporte en outre de nombreuses références empruntées à d'autres formes artistiques, comme la danse contemporaine ou le cinéma japonais. Un spectacle total. Alors on l'a juste aperçu dans ce reportage, c'est donc Emmanuel Haïm qui assure la direction musicale de ce Castor et Pollux. En ce moment même, il est évidemment impossible de l'approcher, il est en pleine séance de concentration. Marilyn Barat l'a donc rencontré il y a quelques jours ici même à l'auditorium. Écoutez. Emmanuel Haïm, bonjour. Alors avec le concert d'Astrée, l'ensemble baroque que vous avez fondé il y a 14 ans, vous jouez Castor et Pollux de Jean-Philippe Rameau, une œuvre rarement jouée. Est-ce que c'est un plaisir de la proposer en plus au public dijonnais ? Oui, je suis ravie de pouvoir monter Castor et Pollux, qui est un des chefs-d'œuvre de Rameau. Je suis particulièrement contente que ce soit fait à Dijon, qui est la ville de Rameau. C'est très émouvant pour un musicien, et pour les musiciens que nous sommes, de jouer dans sa ville, parce qu'on y sent toutes les résonances de ce qu'il a pu vivre. Rameau est un grand génie universel que moi je dirige partout dans le monde. Mais ici, c'est vraiment avec un sentiment très particulier. Rameau est certainement quelqu'un de complexe, qui cherche, qui veut aller jusqu'au bout de ses idées, mais il est aussi très joyeux dans une partie de sa musique, facétieux. Une partie de sa musique est aussi pleine d'énergie, vraiment de vigueur et de vitalité fondamentale, je trouve. Il y a une force de la pulsation rythmique comme ça qui est tout de suite prenante, je trouve, pour un public. Là, avec Castor et Pollux, on est vraiment dans le drame, des meurtres, des combats, un lynchage, un suicide. D'ailleurs, la mise en scène de Barry Kosky en témoigne, c'est violent. Est-ce que dans la fosse, il faut également être au diapason ? Ah oui, vraiment. Moi, je suis très interpellée par la mise en scène de Barry. Je trouve que ce qu'il a cherché à faire en se rapprochant d'un public d'aujourd'hui dans ce qui est proposé, quoi, ça me semble correspondre à l'heure. Il y a une violence dans le premier acte, tout se passe tellement vite. On se retrouve dans un univers vide où les gens sont livrés à eux-mêmes. Télahir n'a pour enterrer celui qu'elle aime que ses mains pour creuser la terre. Et on a l'impression d'être en Syrie, quoi, avec les gens qui vivent des choses épouvantables
Et ils n'ont rien pour se lamenter que voilà. Non, je trouve très puissante sa mise en scène et quelque part très actuelle, comme à mon sens l'est la musique de Rameau. Je trouve pas qu'il y ait quelque chose de compassé dans cette musique, de loin de nous. Dans l'ensemble, c'est ça qui m'intéresse d'ailleurs avec le répertoire baroque, c'est de chercher à le rapprocher de notre monde d'aujourd'hui, pas nécessairement toujours avec une mise en scène qui soit dans l'actualité, mais dans ce qui est dit, ça fait appel à des sentiments qui sont là aujourd'hui. Les gens peuvent vivre ce genre de situation aujourd'hui, quelque part dans le monde, ça arrive, ça se passe, c'est réel. Et dans la fosse, on est tout à fait en recherche de ça. Merci beaucoup Emmanuel Haïm et je vous souhaite une belle première. Merci. Emmanuel Haïm, assez ému de jouer Rameau dans la ville natale du compositeur. Elle parle d'une musique donc très actuelle, on l'a dit. La mise en scène, on va en reparler, très contemporaine. Finalement, ce Castor et Pollux, c'est un peu la démonstration que l'opéra n'est pas un art vieillot. Mais non, mais pas du tout. Et il faut arrêter de dire que l'opéra c'est un truc vieillot avec des gens en perruquet, avec des gens coincés qui viennent à l'opéra. Il y a qu'à regarder le public qui arrive en ce moment et on s'aperçoit que pas du tout. Donc ça c'est sûr. On a aujourd'hui à l'Opéra de Dijon 30% du public qui a moins de 26 ans. Donc ça n'est pas quelque chose de vieillot. Et en tout cas, quand bien même ce serait quelque chose de vieillot, ça intéresse les jeunes, ça intéresse tout le monde. Et c'est quelque chose qui doit être partagé, pour moi, par le plus grand nombre. Et on a la chance, là, d'avoir, avec Emmanuel Haïm, avec cette mise en scène de Barikowski qu'a magnifiquement reprise Yves Lenoir, on a la chance d'avoir ce qui peut se faire de mieux aujourd'hui, dans ce genre-là, à proposer aux spectateurs dijonnais. Donc je crois que c'est une chance vraiment importante, ce qui fait qu'on est forcément ému. Il y a quelques jours, le 12 septembre, on célébrait l'anniversaire de la mort de Rameau. Voilà, quelques jours plus tard, représenter ça ici, dans cet auditorium magnifique, c'est un moment très fort. Et notamment grâce à vous, donc, Yves Lenoir, bonjour. Bonjour. Vous avez assisté, secondé Barikowski pour cette mise en scène. C'est vous qui avez dirigé les répétitions pendant plusieurs semaines avant qu'il arrive lui-même ici. Comment on se met dans la peau d'un metteur en scène finalement? Comment on fait pour travailler sur la mise en scène de quelqu'un d'autre? J'ai eu beaucoup de chance parce que je l'ai assisté d'abord dans un premier temps, c'est-à-dire je suis allé à ses côtés remonter déjà ce Castor et Pollux à Berlin au Komische-Oper, et je crois que effectivement ce mois et demi de répétition que j'ai passé là-bas m'a permis de rentrer non seulement dans la peau de Jean-Philippe Rameau, mais aussi dans la peau de Jean-Philippe Rameau retraversée par Barikowski. Sans quoi, effectivement, ça aurait été un peu difficile seulement, parce que ça se fait, vous savez, il y a certaines mises en scène qui sont reprises uniquement à partir de DVD. C'est pas possible, surtout sur des mises en scène comme celle-là qui demandent de temps d'investissement. Donc effectivement, c'est grâce à ça que j'ai pu reprendre cette mise en scène. Alors racontez-nous quand même, comment on fait pour convaincre des chanteurs de se jeter contre les murs, de courir sans arrêt sur scène? C'est facile parce qu'on imagine qu'ils n'ont pas, c'est pas très habituel pour des chanteurs d'opéra. Non, c'est pas forcément habituel, même si aujourd'hui le chanteur d'opéra est quand même un peu rompu aussi à de nouvelles dramaturgies, de nouvelles façons de s'exprimer sur un plateau. Mais je crois qu'on essaye de communiquer sa propre passion aussi, qui est celle de la scène, et de la transmettre. Et c'est grâce à cette énergie, je pense, que je suis parvenu à ce niveau sur le plateau. Qu'est-ce qui a fait votre fil directeur? C'était de réussir à faire passer les émotions, c'est ça? Oui, je crois que en tout cas cette œuvre de Jean-Philippe Rameau ne peut pas exister si on n'y a pas d'émotion sur le plateau. Et je crois que le brio de Barikowski, c'est justement de permettre à cette émotion de s'exprimer. C'est pour ça que, par exemple, sur le plateau, il y a très peu de choses. C'est pour ça qu'il n'y a pas de toile peinte, c'est pour ça que les chanteurs sont pas en panier, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'accessoires. C'est parce que, justement, on laisse la place à l'émotion. Alors, il y a des scènes violentes, il y a 2 combats, un lynchage, un suicide. Il y a aussi des scènes érotiques. Pourquoi On a souvent parlé de cette mise en scène en disant qu'elle était détonnante, qu'elle était scandaleuse, qu'elle était subversive. Elle a fait beaucoup écrire à Londres. Elle a fait beaucoup écrire notamment à Londres, un peu moins à Berlin, mais à Berlin ils sont habitués à peu près à tout. Mais c'est l'œuvre même qui est détonnante.
les plaisirs d'Hébé, puisque vous parlez de cette scène érotique, elle est dans le livret de Jean-Ty Bernard, le librettiste de Jean-Philippe Rameau. Alors après, évidemment, on peut la traiter sur le ton de l'ellipse, on peut la traiter en ayant l'air de ne pas y toucher, ou alors on y va et on la traite, cette scène. Mais ceci dit, Barikowski l'a traitée avec une certaine fantaisie. Il traite les choses avec son imagination, mais il met toujours les choses en perspective. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de montrer une scène de pornographie. Il s'agit justement d'interroger aujourd'hui l'érotisme, comme l'a fait Jean-Philippe Rameau à l'époque. Merci Yves Lenoir. Alors, merci beaucoup. L'heure tourne à moins d'une demi-heure du début de Castor et Pollux. Je vous propose de rejoindre un endroit magique où on va vraiment très très rarement et surtout à quelques instants d'une représentation. Marilyn, vous avez la chance d'être dans la fosse où j'imagine la tension commence à monter en ce moment. Alors c'est pas encore le grand frémissement, les musiciens ne sont pas installés, mais j'ai quand même effectivement la chance d'être dans la fosse aux côtés de l'un d'entre eux, Jocelyn Daubigné. Bonjour. Bonsoir. Alors comment on se sent quand même à 25 minutes du lever de rideau? Eh bien il y a une grande émotion en fait, mêlée avec un trac mais qui est normalement très, très porteur. C'est vrai que c'est le premier soir où le public va découvrir la mise en scène, enfin le spectacle dans son intégralité. Donc c'est toujours un moment d'émotion très, très fort. Il y a une énergie très forte. Alors vous avez eu la chance, ce qui est assez rare, de déjà interpréter cet opéra Castor et Pollux une 12aine de fois. C'est pas donné à tous les musiciens. Alors avec cette expérience, est-ce que vous diriez que vraiment c'est un des chefs-d'œuvre de Jean-Philippe Rameau? C'est un des chefs-d'œuvre de Jean-Philippe Rameau. J'ai eu aussi par ailleurs la chance avec Emmanuel Haim de participer à Hippolyte Aricie, qui est encore un autre chef-d'œuvre de Jean-Philippe Rameau que l'on avait donné à l'Opéra Garnier en 2012. Et en fait, même si c'est vrai que j'ai eu la chance, comme vous le disiez, de donner déjà Castor et Pollux, donc enfin en gros en 12 représentations, à chaque fois c'est quand même un renouveau, parce que cette musique est tellement riche qu'on peut effectivement l'entrevoir sous différentes manières, et aussi à chaque fois avec une mise en scène différente, ça donne un éclairage très différent. Et je pense que ça a beaucoup d'influence aussi sur la façon dont l'orchestre peut sonner par rapport à la mise en scène, en écho à la mise en scène. Alors on y vient à ces instruments notamment. Vous jouez de la flûte traversière et on voit... La petite flûte aussi, le piccolo aussi. Et on voit que ça ne ressemble pas du tout aux instruments qu'on connaît aujourd'hui. Ah non, absolument pas. La seule chose qui est en commun, effectivement, c'est le sens dans lequel on tient. Et puis, il y a quand même une clé qui existait donc à l'époque de Rameau et qui existe toujours sur l'instrument moderne maintenant. Mais c'est vrai que nous n'avons qu'une clé et puis 6 trous et le 7e pour l'embouchure. Voilà. Mais c'est vrai que les sonorités sont extrêmement différentes. Voilà. Et peut-être, à mon sens, plus en accord avec le drame en fait, parce que ce sont vraiment des instruments qui se mettent au service des couleurs pour soutenir tout ce qui se passe sur le plateau, les couleurs des chanteurs et tout ça. Ce sont des instruments, je trouve, qui imitent tellement bien la voix. Finalement, les sonorités finissent par se mélanger entre les chanteurs et les instruments. Ce qu'on peut arriver à faire avec les instruments modernes, mais c'est moins donné d'emblée, parce que les instruments modernes sont vraiment des instruments très puissants et très presque automatiques et qui, donc à mon avis, c'est une autre, disons qu'ils ont le défaut de leur qualité en fait, c'est un peu ça. Eh ben merci beaucoup encore une fois Jocelyn d'avoir accepté de nous recevoir là à quelques instants du lever de rideau. Et puis je vous laisse quand même vous concentrer sur votre partition. Quant à nous, on poursuit la discussion avec Laurent Joyeux et avec vous Eric. Oui, merci Marilyn. Laurent Joyeux, vous êtes vous-même violoniste. J'avais envie de vous demander, est-ce que vous jouez du Rameau? Est-ce que vous jouez du Rameau? Peu parce qu'il y a peu de littérature pour le violon. Vraiment, la littérature, elle est surtout pour orchestre. Enfin, en tout cas, quand il y a des violons, c'est surtout pour orchestre. Donc j'en joue très peu, même si effectivement l'instrument baroque m'intéresse évidemment. Ce qu'on entend surtout depuis le début de l'émission, c'est le mot émotion. C'est vraiment une musique qui retire vraiment une émotion. Je trouve. C'est-à-dire que dès les premières notes de l'ouverture, on est happé, saisi, il y a une pulsation qui s'installe et cette pulsation, elle nous emmène vers un certain nombre de choses. Et après, si en écoutant cette musique, on perçoit justement les timbres des instruments. Et ça, je trouve que l'approche, enfin, notre ami musicien là, le disait très bien tout à l'heure, c'est l'approche avec ces timbres particuliers des instruments est à même de restituer la complexité des affects qu'on pouvait avoir à l'époque et qu'on souhaitait exprimer à l'époque et de rentrer
en relation avec la voix justement. Et cet aspect de correspondance entre le son de l'instrument et la voix, c'est vraiment quelque chose de très très fort et qu'on vit, je trouve, particulièrement dans la musique de Rameau. Et le spectacle n'aurait pas été le même si ça n'avait pas été des instruments authentiques. Non, absolument. Ça aurait été radicalement différent, déjà parce que les tempi avec lesquels, la vitesse avec laquelle on exécute cette partition serait totalement différente. Ce qu'on appelle chez nous l'articulation aurait été complètement différente. Si vous voulez, la façon de parler aurait été différente. Merci Laurent Joyeux. Merci. Nous allons accueillir Éric Cossévar qui est musicologue à l'Institut de recherche de musicologie. Bonjour. Vous avez notamment participé à l'ouvrage dirigé par Sylvie Bouissou, ouvrage tout simplement intitulé Jean-Philippe Rameau. Alors avant de parler du personnage avec vous, je vous propose de passer en revue les dates principales de sa vie, à commencer par celle de sa naissance à Dijon. Isabelle Rivière et Christophe Gaillard. Tout près du théâtre de Dijon, rue Vaillant, se trouve l'emplacement de la maison où naquit Jean-Philippe Rameau le 25 septembre 1683. Il est le 7e enfant d'une famille bourgeoise qui en compte 11. Avec son frère cadet Claude, ils seront les 2 seuls enfants à devenir musiciens. Baptisé à la collégiale Saint-Étienne, juste en face de chez lui, le petit Jean-Philippe va très vite montrer un intérêt certain pour la musique, jouant parfaitement du clavecin avant même de savoir lire. Ses études, il les fera un temps au collège des Gaudrans, l'actuelle bibliothèque municipale. Mais il n'aime guère étudier, alors son père, qui rêvait de le voir homme de loi, décide de l'envoyer perfectionner ses connaissances musicales en Italie. Il revient très vite en France, il aurait été alors violoniste dans une troupe ambulante. En 1702, on le retrouve organiste à la cathédrale d'Avignon et de Clermont-Ferrand. Il a alors 19 ans. 7 ans plus tard, il devient organiste à l'église paroissiale Notre-Dame de Dijon. Il a pris en fait la succession de son père, Jean Rameau, qui était aussi organiste dans cette église. Il n'y a plus de traces ici, dans l'église Notre-Dame, si ce n'est la tribune, puisque l'orgue d'origine était sur cette tribune. Il reste 4 ans à Dijon, puis s'installe à Lyon et Clermont-Ferrand. Il se fixe définitivement à Paris en 1722. Il y rencontre un autre Dijonnais, le poète Alexis Piron. Piron lui présentera celui qui deviendra le mécène de Rameau, Alexandre de la Pouplinière. En 1726, il a 43 ans, il se marie avec une jeune femme de 19 ans, Marie-Louise Mangot. Ils auront 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Jean-Philippe Rameau, qui écrit des traités sur l'harmonie et des œuvres lyriques, va se faire remarquer par la cour du roi. Il deviendra en 1745 musicien officiel de la cour. Il poursuit ses activités de théoricien et de compositeur, et cela jusqu'à sa mort. Je pense qu'il a eu la reconnaissance tardivement parce qu'il a eu une carrière tardive. Il a commencé à écrire, à être connu dans la cinquantaine, ce qui est assez étonnant pour un compositeur français. Mais il a donc été honoré par le roi, puisqu'il était anobli, mais aussi par sa ville, par l'Académie de Dijon, qu'il a reçu académicien en 1761. Et on dit qu'il a été vraiment honoré et très fier de recevoir ce titre. Il s'éteint le 12 septembre 1764 à Paris. Son corps est inhumé en l'église Saint-Eustache. Alors voilà pour le bon côté du personnage, mais quand on lit des biographies de Rameau, on lit des adjectifs le concernant comme violent, paresseux, indocile, mauvais élève, ça c'est quand il était jeune. Et puis quand il était adulte, bougon, timide, colérique, solitaire. Éric Cossévar, il n'avait pas l'air très sympathique, voire antipathique, ce Jean-Philippe Rameau, non ? Alors certainement, il a eu une jeunesse assez violente et en fait toute la famille était violente. Elle était connue pour ça à Dijon ? Oui, c'est-à-dire quand on explore les archives départementales, donc les archives judiciaires de la ville de Dijon, on trouve différentes procédures relatives à des violences verbales, voire à des violences physiques de la part de Jean Rameau, du père, de Jean-Philippe, de Claude, même des sœurs de Jean-Philippe Rameau, Marguerite et Marie-Claude. Donc ça fera d'ailleurs l'objet, je lance un appel, ça fera l'objet d'un concert lecture aux archives départementales le 16 octobre où je vais lire des extraits de ces procédures et puis il y aura un concert. Nombreuses, donc, hein. Oui.
Alors, par exemple, on a une procédure en 1707 où il y a une affaire à Saint-Nicolas dont l'organiste titulaire est Jean Rameau, et puis un facteur d'orgue a réparé l'orgue gratuitement et il veut imposer son fils comme organiste. Alors le fils monte à la tribune, commence à jouer, c'est un dimanche, et puis Jean Rameau arrive avec son fils, Claude, et monte à la tribune pour déloger l'intrus avec force injure. Le jeune organiste est balancé dans l'escalier. Enfin, tout ça fait après Émilien Laurin, le facteur d'orgue, porte plainte et on a une procédure judiciaire qui s'enclenche. Une famille donc violente. Oui. Jean-Philippe Rameau lui aussi violent, visiblement. Et finalement un début de carrière un peu chaotique. Hein, il va de ville en ville comme ça. C'est ça. Est-ce qu'il compose déjà au moment où il est maître de musique puis organiste? Oui. Il écrit de la musique, on a ses premiers motets dans les années entre 1710 et 1715, et peut-être même a-t-il composé un motet quand il aurait fait, on n'a aucune preuve de ça, mais il aurait fait une courte retraite après la mort de son père fin décembre 1714, donc au début de 1715. Il fait une retraite à l'abbaye Saint-Vivant, à côté de Vaune-Romanée, et il aurait composé là quelques motets. À sa mort en 1764, les moines de cette abbaye font poser une petite plaque sur le calvaire qui est juste en face du cimetière. Une petite plaque où c'est marqué à Rameau 1715. C'est la seule preuve qu'on ait que Jean Rameau a effectivement séjourné dans cette abbaye. Et la petite parcelle de vigne qui est au bout s'appelle Romanée Croix-Rameau. Voilà. C'est un premier cru de Vaune-Romanée. Alors ensuite, donc, il s'installe définitivement finalement à Paris. Il devient même musicien du roi au final avec ses compositions. Est-ce qu'on peut dire qu'il reflète finalement l'époque avec ce roi qui est le monarque absolu? Est-ce que c'est vraiment ça qui définit la musique de Rameau? Non, je ne pense pas. En fait, Jean-Philippe Rameau, jusqu'à l'âge de 50 ans, vit essentiellement de la pratique de l'orgue. Il est organiste d'une paroisse. Il donne des leçons, comme tous les organistes de l'époque, il donne des leçons de clavecin, il donne même des leçons de composition. Il a même monté une école chez lui. Et puis il commence en fait par publier des pièces de clavecin et puis des traités. Il est très intéressé par la pédagogie, par la théorie. Donc par exemple, il publie son traité de l'harmonie, après il va publier sa mécanique pour les doigts, donc des ouvrages pédagogiques sur l'accompagnement au clavecin et à l'orgue. Et c'est seulement en 1733, avec Hippolyte et Aricie, qu'il vient à l'opéra, donc à l'âge de 50 ans. Et puis alors il y a cette fameuse querelle des bouffons qui l'oppose notamment à Jean-Jacques Rousseau. C'est quoi exactement cette querelle? D'où ça vient? C'est vraiment un conflit entre musique française et musique italienne, c'est ça? Complètement. C'est un conflit d'ailleurs qui n'est pas nouveau, qui avait déjà existé à l'époque de Lully. C'est un conflit récurrent qui va comme ça revenir sans arrêt au XVIIIe siècle, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Donc ce qu'on appelle la querelle des bouffons, in situ, ça dure 2 ans en gros. Ça commence le 1er août 1752 lorsqu'une troupe itinérante italienne s'installe à Paris et vient jouer à l'Académie royale des intermezzi et des opéras bouffes. Et notamment, on commence par la serva padrona, donc la servante maîtresse de Pergolèse. Cette œuvre a été jouée en 1746 à Paris, sans faire de vagues, sans qu'il se passe quoi que ce soit, mais ça n'avait pas été joué à l'Académie royale de musique. Là, ce qui va faire scandale, c'est le fait qu'on joue un opéra bouffe à l'Académie royale de musique, qui est le temple de la tragédie lyrique à la française, puisque la tragédie lyrique est spécifiquement un opéra français mis en place par Lully auparavant au XVIIe siècle sous le règne de Louis XIV. Donc 2 clans se forment, le côté du roi, le côté de la reine, tout le monde s'affronte, le côté du roi soutient Rameau, le côté de la reine soutient l'Italie. Et voilà, la querelle débute comme ça. Et en 10 secondes, il reste à la mode quand même, Jean-Philippe Rameau, malgré cette querelle. Alors, il clôt justement la querelle des bouffons avec Castor et Pollux, la 2e version en 1754, qui a un énorme succès et qui prouve que la tragédie lyrique peut être une musique populaire. Et vous me permettez de boucler la boucle. Merci Éric Cossévart pour toutes ces précisions en tout cas. Alors Rameau considérait la musique comme une science, dit-on. Il est là, évidemment, on l'a dit, l'un des plus grands noms du baroque. Mais la musique baroque reste finalement un mystère pour bon nombre d'entre nous. Marilyn, vous avez trouvé un clavecin et surtout
un musicien pour aiguiser nos oreilles. Et oui, Eric, et cette perle rare s'appelle Patrick Hellman. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors avec vous, vous êtes claveciniste, vous donnez des concerts, vous êtes également accompagnateur au Conservatoire de Besançon et avec vous, on va tenter d'expliquer aux non-initiés la musique baroque et notamment celle de Rameau. Alors première question, on dit souvent que Rameau est un des théoriciens de la musique tonale. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Exactement. Rameau est pas seulement le grand compositeur très important pour l'histoire de la musique, qu'on connaît bien, mais c'est aussi un grand théoricien qui nous a donné beaucoup de choses et qui a été reconnu à son époque par le monde scientifique. C'était vraiment l'époque des Lumières, il y a les encyclopédistes, et là, en ce sens-là, il s'inscrit vraiment bien dans cette époque-là. Il écrit plusieurs traités tout le long de sa vie. Le premier, c'est en 1722. Il s'intitule Le traité d'harmonie réduite à ses principes naturels. Principes naturels, ça c'est important, parce qu'il nous pose les bases de l'harmonie classique et de la tonalité de façon qui n'est plus empirique. Donc, vraiment, il explique précisément ce que c'est. Donc la musique tonale. La musique tonale, précisément, c'est là j'en viens. Lui, il dit que la musique tonale est engendrée par le son, par la structure du son lui-même. Par exemple, quand je joue un Do grave sur mon clavecin, si on se rapproche un petit peu, celui qui est à côté, il va entendre ce qui constitue le son de ce clavecin, ce sont des harmoniques. Et alors, si j'isole ces premières harmoniques qu'on peut entendre, là, ce sont les premières harmoniques, et ça me donne la couleur de l'accord parfait. L'accord parfait qui est la matière première de notre musique occidentale. Et donc, si on prend cet accord et qu'on le tord dans tous les sens, ça peut donner, notamment, ce qu'adore faire Rameau, ça peut donner il peut jaillir des mélodies directement de cet accord. Par exemple, ça c'est une mélodie qu'on va entendre tout à l'heure dans Castor et Pollux, ça fait partie de l'ouverture, et c'est juste 2 accords parfaits qui sont égrenés de façon originale. Voilà. Et puis la musique de Rameau, c'est aussi toutes ces oppositions en fait. La musique tonale, c'est de l'opposition. Parce que c'est de la musique polaire qui est polarisée par un centre de gravité, par exemple le Do majeur. Là, je suis en Do majeur et je suis irrésistiblement attiré par Do. Voilà, je ne peux pas faire autrement que d'aller vers Do. Si je le fais pas, ça fait une grande surprise. Donc, si vous voulez, je peux juste vous donner une petite définition du système tonal, parce que ça, c'est un peu obscur, je dois dire. Moi, je préférais que vous jouiez, à vrai dire. Alors, vraiment, je peux vous donner une progression d'accords qui va peut-être vous dire quelque chose. C'est vraiment que des accords parfaits, en fait, qui sont les uns à côté des autres. Et ça vous a peut-être mis la puce à l'oreille, quelque chose qu'on connaît. Ah oui, j'ai reconnu Les Sauvages. Vous avez reconnu Les Sauvages, bravo. C'est un morceau que vous avez d'ailleurs travaillé exprès pour nous, on vous en remercie. Oui, et c'est pas facile. C'est pas facile du tout, effectivement. Parce que dans Rameau, de toute façon, n'a pas réputation d'être un compositeur facile à exécuter, parce que c'est très disjoint, du fait que ce soit très harmonique. Et évidemment, il y a plein de trillis, ça c'est une caractéristique. Oui, c'est la grande autre spécificité de la musique baroque. On peut trouver ça chargé, toutes ces petites notes qui se rajoutent, mais en fait, ça a sa raison d'être. Oui, j'ai 2 choses à dire à ce propos-là. C'est parce que nos oreilles ne sont plus tout simplement habituées à plein de fioritures qui faisaient partie du décor, si j'ose dire, vraiment du contexte esthétique de l'époque. S'il faut s'imaginer en tenue à la cour de Louis XV, c'est-à-dire vous avez un jabot, vous avez des chaussures avec une boucle d'or, une perruque, etc., et de la dentelle partout. Les ornements vous paraissent vraiment tout à fait naturels. Et autre chose, c'est une considération plutôt technique, c'est-à-dire que les trilles servent à faire sonner le clavecin, tout simplement. Le clavecin n'est pas très puissant, le son ne dure pas très longtemps. Donc on écoute Les Tendres Plaintes. Voilà, Les Tendres Plaintes. Je peux vous faire une version pas la version, le début, je vais vous le jouer sans ornement, et la suite avec l'ornement. C'est un peu plus nul. Je rajoute les ornements.
bien, merci beaucoup Patrick pour ces notes et aussi cet effort de vulgarisation. Mais vous n'êtes pas le seul à vouloir rendre accessible Rameau. Je crois, Eric, que vous avez à vos côtés une invitée qui tente elle aussi d'initier à la musique baroque les gens et même les plus jeunes d'entre nous. Effectivement, Julia Dehaye nous a rejoint. Bonjour. Vous êtes la directrice du développement culturel de l'Opéra de Dijon. Alors, depuis la saison dernière, vous avez monté tout un projet autour de la musique baroque avec des collégiens. Alors, dites-nous comment vous faites pour intéresser des collégiens. A priori, une musique vers laquelle ils ne se tournent pas, entre guillemets, naturellement. C'est sûr. Alors, c'est un projet sur le long terme. Et le point important, c'est qu'il est participatif. Et c'est vraiment comme ça qu'on va arriver à les intéresser. Participatif avec des ateliers de danse baroque, par exemple, des ateliers de découverte des instruments, où pouvoir appréhender les instruments, les toucher, entendre les sons, mais aussi des répétitions ouvertes, où ils vont pouvoir discuter avec le metteur en scène, discuter avec des musiciens, et enfin le spectacle, où là ils auront pris pleinement conscience de tout ce qui les entoure. Et ils se laissent faire volontiers. Les jeunes, vous parliez de danse baroque, c'est très codifié, hein, la danse baroque. C'est facile à enseigner, entre guillemets, à faire danser des jeunes? Alors, on a un partenariat avec les traversées baroques sur la danse baroque, justement. Alors, au début, ils sont toujours un peu réticents. Ce sont des adolescents, 14-15 ans, ça rigole un petit peu. Et puis voilà, dès que la musique commence, dès que certains codes sont appréhendés et compris, et ben voilà, la magie s'opère et on a des trentaines de collégiens qui dansent ensemble sur de la gestuelle baroque. Et quel est votre but, votre objectif avec ces ateliers participatifs, avec tout ce parcours Rameau notamment? Alors, le but, c'est de mieux faire connaître Rameau, qui est encore peu connu dans les établissements et peu étudié à Dijon, mais également dans la région Bourgogne. Et c'est surtout de faire casser des préjugés, en fait. C'est vrai que l'opéra baroque, pour des adolescents, ce n'est pas forcément facile à appréhender. Mais c'est vrai qu'avec les codes, ils vont mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on leur fait écouter cette musique-là, pourquoi est-ce qu'ils sont présents dans la salle, et ça fonctionne toujours très bien. Alors ça, c'est un travail à long terme, mais vous avez aussi des opérations à court terme avec d'autres publics, notamment, je crois, que l'hôpital psychiatrique, c'est ça? Exactement, voilà, c'est sur l'opéra baroque également. Nous avons des petits parcours qui sont plus sur du court terme, où on va amener des personnes très éloignées de la culture à venir assister aux opéras de Rameau. Et même le service pénitentiaire aussi, avec une convention qui a été signée cette année. Voilà, exactement. Oui, il y a même des personnes détenues qui vont venir en cours de la saison écouter de la musique baroque, et notamment du Rameau. Et c'est important ça d'élargir le public aussi pour venir écouter du baroque. Oui, c'est très important effectivement de l'ouvrir à tous les publics. Merci Julia Dehaye. Je vois que les spectateurs commencent à quitter le foyer pour rejoindre la salle. Je sais que vous avez particulièrement envie de voir cette première, donc on va vous libérer et vous laisser gagner votre place. Et c'est en votre compagnie, Thierry Cans, que nous allons poursuivre cette émission avant de découvrir les premières notes de ce Castor et Pollux à la Dijonnaise. Dijon, justement, qui va continuer à célébrer Rameau après même ce spectacle. Et c'est vous, Thierry Cans, qui en êtes un peu le coordonnateur, qui êtes le chef d'orchestre de tous ces événements organisés à Dijon. Depuis le mois de mai, il y a une multitude de concerts, de spectacles, de soirées. Quel en est le fil directeur? Qu'est-ce que vous avez voulu faire concrètement? Mais écoutez, à la demande du maire et de Christine Martin, adjointe à la culture, nous avons voulu rendre honneur à Rameau, qui a été oublié longtemps, même à Dijon. Savoir que Rameau, pendant longtemps, n'a été que la musique d'un répondeur téléphonique, mais maintenant c'est celle de la mairie. Et c'est à nouveau cela, mais c'est bien plus que cela maintenant, puisqu'on peut considérer qu'il y a un festival Rameau pendant toute l'année 2014, avec des événements comme celui de ce soir, qui sont extraordinaires, des éléments de sensibilisation. Mais nous avons voulu faire connaître Rameau sous toute cette facette. Il n'est pas connu dans sa ville, mais il n'est pas connu non plus en France. Donc on espère que ça déclenchera, comme pour Berlioz avec le festival de la Côte-Saint-André, ça déclenchera une dynamique autour de Rameau qui le mérite. Ce serait une volonté, ça, de faire une espèce de festival Pourquoi pas? C'est-à-dire qu'on a déjà convenu avec Christine Martin qu'il y ait tous les ans une journée Rameau. C'est-à-dire que le Rameau ne sera pas que l'année de la célébration, ce sera tous les ans une journée Rameau et qui peut débloquer sur un festival. Alors on voit sur les images l'un des événements phares qui a eu lieu, c'était Cours de Bar, c'était un marathon Rameau. Donc c'était le 21 juin à l'occasion de la fête de la musique, des musiciens qui ont joué sans arrêt du Rameau. C'était facile ça à organiser quand on sait la difficulté
difficultés qu'il y a à jouer Rameau, justement. Oui, ça n'a pas été facile. On a heureusement eu 2 professeurs, Sylvain Pluyot et Thierry Rosbach, qui ont été des artisans très appliqués sur ce projet. Et on a fait jouer les classes de clavecin, les classes de piano, les classes d'orgue, et ça a été formidable, ça a été suivi par plein de monde. On était même surpris parce que on a pensé que la fête de la musique vampiriserait tout, et en fait c'est Rameau qui a vampirisé la fête de la musique. Non, il y a ces événements-là, et le 11 octobre, il y a le flash mob. Ouais, on va en parler un petit peu après. Mais parlons encore de ce qui s'est fait. Là, il y a eu les mardis du classique au mois d'août. Le public est venu, il était là sous les halles. Ça a été un succès inattendu. 300 personnes presque tous les soirs, avec des formations très différentes. Il y a eu un quatuor de violoncelle, un quintet de cuivre, des bois, des cordes. Ça a été une façon de présenter. Le thème, c'était Rameau et les compositeurs oubliés. Comme on était sous le marché des Halles, je pensais que les légumes oubliés pouvaient faire la place à Rameau et tous ces compositeurs qui n'ont pas la célébrité comme Vivaldi, Handel ou Bach, mais dont souvent on connaît les musiques sans savoir qu'ils sont d'eux. Donc vous commenciez à en parler, il y a ce fameux flash mob. Oui. Flash mob, Rameau, ça paraît presque antinomique. Oui. C'est quoi l'idée? C'est le rappelez-moi la date, voilà, je l'ai perdu. C'est le 11 octobre. Voilà, le 11 octobre, le samedi 11 octobre. L'idée, c'est déjà de fédérer tous les musiciens actifs, qu'ils soient professionnels ou amateurs ou élèves ou n'importe quoi, chanteurs, instrumentistes. J'ai fait une partition sur l'hymne à la nuit de Rameau, et de le réunir sur un événement qui est cet événement de Rameau. Et c'est aussi une façon d'installer Rameau dans la modernité. On sait que le flash mob est une chose un peu récente. C'est un principe. Le flash mob, c'est un concert improvisé. C'est quelque chose qui se passe qu'une seule fois. Il n'y a pas de répétition en général, donc c'est un petit peu hasardeux. Mais disons qu'on a fait une partition qui est suffisamment simple pour que ça fonctionne. Et l'idée, c'est de montrer qu'il y a un côté vivant aussi à faire Rameau, que ce n'est pas forcément la célébration du passé. La mise en scène qu'on voit dans l'opéra ce soir va montrer également qu'il y a plusieurs lectures possibles et que le répertoire n'est pas une façon rétrograde de considérer la culture. Alors pour ce flash mob, comment vous faites concrètement? C'est-à-dire que les gens vous appellent, vous leur donnez la partition. Comment on peut encore s'inscrire d'ailleurs? Tout à fait. Et tous les musiciens sont les bienvenus, quel que soit le niveau. Il faut un minimum bien sûr, mais il y a une partition qui a été écrite que j'ai arrangée pour orchestre symphonique avec les chœurs. On est déjà plus de 500 et on espère avoir presque 1000 musiciens. Et effectivement, il faut m'envoyer un email et je renvoie la partition. C'est très simple. Maintenant, les moyens d'organisation avec Internet sont vraiment formidables pour ce genre de projet. Il suffit de m'écrire et je réponds et je leur donnerai les détails. Et ça se passera donc le 11 octobre à Place de la Libération à 16h. On se retrouve à 15h pour se mettre d'accord, un minimum. On ne répète pas, on va juste s'accorder un peu. Et à 16h, on joue et à 16h30, c'est fini. D'accord. C'est un peu le côté instantané et éphémère, oui. Qu'est-ce que vous voudriez finalement que le public, et tout particulièrement le public dijonnais, retienne de cette année Rameau à Dijon? Mais qu'ils retiennent déjà que c'est un grand compositeur. On a dit tout à l'heure, tous les spécialistes ont dit que Rameau est un compositeur difficile à jouer. C'est vrai parce que Rameau a une façon d'écrire la musique qui fait qu'on ne joue pas la musique comme elle est écrite. Handel et Bach, on les joue, c'est difficile aussi, mais on les joue de la façon dont ils sont écrites. Rameau nécessite un apprentissage et une façon de travailler particulière. Donc je pense qu'il y a un travail du côté des éditeurs à vulgariser, dans le bon sens du terme, la musique, et puis après que ça soit joué comme du Bach. Les pièces pour clavier de Rameau sont aussi intéressantes pédagogiquement que les pièces de Bach. Donc il faut juste un petit peu rééquilibrer et que ce grand oublié redevienne à Dijon, mais aussi en France, ce qu'il mérite d'être. C'est une injustice finalement qu'il soit aussi peu joué, Rameau? Oui, mais il y en a beaucoup d'injustices. Berlioz en était une autre. Il a d'abord été redécouvert par les Anglais, qui maintenant le célèbrent, et maintenant nous on a un festival Berlioz auquel j'ai participé dans les premières années avec Serge Baudot, et qui est un très beau festival. Donc c'est une façon de faire reconnaître le talent, de montrer le répertoire qui est infini. Rameau, c'est la musique de chambre, c'est le clavier, mais c'est aussi la voix, c'est l'opéra, c'est beaucoup de choses. Et d'ailleurs, on aura du clavecin le 28 novembre aussi, avec le récital de clôture de Blandine Ranoux à la Salle des États. D'accord. On attend d'une seconde à l'autre là le début de Castor et Pollux. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, finalement, de cette version Barikowski, cette version dijonnaise? Mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a un œil neuf. On a un œil neuf parce qu'on ne connaît pas la plupart du temps, mais que cet œil neuf ne soit pas une lecture, n'encourage pas une lecture rétrograde. Il faut vraiment qu'on soit comme lorsqu'on fait une mise en scène moderne dans les opéras de Mozart.
Il y a des oui, il y a des non, il y a des pour et des contre, mais en tous les cas, ça prouve que les œuvres du répertoire ont besoin de cette lecture et de cette relecture. Et que le point de vue d'un artiste, qu'il soit metteur en scène ou chef d'orchestre, c'est de faire passer son message, son interprétation. Et après, on peut discuter, bien sûr. Il y a toujours, on se souvient des mises en scène de Wagner qu'on révolutionné, et puis 15 ans après, elles ne révolutionnent plus. Donc je crois qu'il faut avoir un peu de distance par rapport à ça. Être très curieux, avoir les oreilles grandes ouvertes et les yeux grands ouverts. Et c'est très important pour nous que Rameau soit cette partie prenante du répertoire. Qu'on joue Rameau, qu'on le relise, qu'on lui fasse faire des tas de choses, comme si c'était un opéra de Lully. On a fait les comédies-ballets de Lully il y a quelques années. Maintenant, c'est au tour de Rameau. Alors, on a dit que c'était une mise en scène entre guillemets détonnante qui nous attend à partir de ce soir. Vous qui connaissez bien le public dijonnais, il est prêt à l'accepter Le public dijonnais, je le connais bien. Alors finalement, je vais vous interrompre parce qu'on me signale que Emmanuel Haïm fait son entrée dans la salle de l'auditorium. C'est donc et le noir est arrivé dans la salle de l'auditorium. C'est donc que Castor et Pollux, version dijonnaise, donc va commencer d'une seconde à l'autre. Show must go on. Show must go on. On reste un peu à l'intérieur de cette salle de l'auditorium de Dijon pour entendre les premières notes de Castor et Pollux. Ladies and gentlemen, welcome to the Opéra de Dijon. Please switch off your cell phones and remember that taking pictures or recording. Quelques recommandations tout d'abord aux spectateurs. We wish you a very pleasant evening. Représentations auront lieu demain dimanche, mardi 30, jeudi 2 et samedi 4 à 20h. Merci de nous avoir suivis. J'espère que nous vous aurons donné envie de redécouvrir Rameau. Bel après-midi à tous.